Merci d'être là. Je m'appelle Sylvain Pourchet, je suis médecin à Paris et j'exerce en hospitalisation à domicile en assistance publique où je fais partie d'une équipe de soins palliatifs à domicile, une équipe d'urgence de soins palliatifs à domicile. Après avoir exercé les soins palliatifs, une unité de soins palliatifs à Paul Bons, à Vigie, toujours à l'assistance publique. Et dans cette unité de soins palliatifs, un jour, c'était il y a quelques années, arrive un médecin qui intègre l'équipe, le chef de service, Michel Sadama, qui crée l'unité à l'époque, nous dit voilà, on accueille un nouveau collègue qui s'appelle Jean Becchio, et il va faire de l'hypnose. Qui a entendu parler de Jean Becchio, peut-être? Oui, pour ça, c'est un. Non, mais ça fait partie des. Il y a quelques pionniers dans ce congrès qui connaissent le genre parce que l'autre ils sont parmi les pionniers de l'introduction de l'hypnose érectionnelle en France. Donc Jean arrive à l'unité. Moi, soyons très clairs, l'hypnose à l'époque, j'en ai absolument. L'hypnose médicale, j'en ai pas parlé. C'est du spectacle. Moi, je suis dans un hôpital universitaire. C'est de la rigolade. On mélange toi des torchons. Tu me fais pas beaucoup de temps, mais c'est la vérité. Les gens arrivent, ils commencent bien sûr à avoir des patients. Évidemment, on observe des résultats cliniques des patients en unité soins palliatifs sur les douleurs, les gènes respiratoires, des problèmes d'anxiété. Amélioration clinique, je n'ai pas dit qu'il y avait des guérisons. Amélioration clinique. Et des patients, et puis des familles, parce que les familles sont évidemment en unité soins palliatifs, et elles bénéficient aussi des séances de genre, soit parce qu'elles sont dans la chambre et genre fait l'exercice. Toutes les personnes qui sont dans la chambre en même temps, soit parce qu'elles souhaitent, on leur propose de faire l'exercice. Bref, tout ça pour dire que la rencontre des soins palliatifs et de l'hypnose se fait là, de gens se fait à ce moment-là, et je pense que les deux se sont nourris pour arriver à quelque chose qui, quelques années plus tard, va devenir cette proposition qu'on a appelée TAC, technique d'activation, d'orientation de l'attention et d'activation de la conscience, pour être dans l'intitulé exact, qu'on a résumé en TAC. L'idée, la confrontation de l'hypnose ericksonienne classique, j'allais dire, je ne sais même pas si ce terme a encore un sens, c'était que c'était des exercices qui étaient souvent plus longs et que pour les patients de soins palliatifs, fatigués ou très symptomatiques, pas une capacité d'attention prolongée, et donc ça ne collait pas. Il a fallu, dans un premier temps, de façon très empirique, simplifier la procédure. Et on s'est rendu compte à cette occasion que, autant il y a un certain nombre de critères quand on les enlève, l'exercice, autant pour d'autres critères, quand on les enlevait, ça continuait de très bien fonctionner, voire de mieux fonctionner dans le sens où l'exercice étant plus court, au moins le patient pouvait en bénéficier. Et puis, l'exercice étant plus court, le patient surtout pouvait le refaire l'exercice. Et ça, on a vu que dans les soins, c'était bien sûr un soulagement récurrent, cette récurrence qui crée une sorte d'automatisation, un réflexe de soulagement rapidement mobilisable par le patient. Et puis, le fait aussi que dans cette haute capacité d'auto-activer, de s'auto-soulager, le patient, en soins palliatifs très dépendant, retrouvait une sorte d'agentivité, redevenait un peu maître de sa capacité et de ses ressources à se faire du bien, et que ça, en soi, évidemment, c'est très puissant en termes de vente. Alors, voilà, l'état il y a eu ce premier, j'allais dire, tamis, vous savez, au sens passoire, qui a filtré, tamis clinique, qui a filtré la pratique d'hypnose classique, et puis le deuxième tamis, ça a été bien sûr tout l'apport des neurosciences, mais voilà,
années 2000, tournant des années 2000, on a plein de connaissances nouvelles, de confirmations nouvelles de ce qui se passe dans le cerveau au niveau de la conscience, etc. Et là, on voit que, en termes conceptuels, il y a aussi des choses dans l'hypnose, dans les techniques d'hypnose classique, qui relèvent de l'histoire, on le fait parce qu'on a appris à le faire, tout simplement, et qui ne sont pas forcément confirmées par les données de neurosciences. Et puis d'autres parties des techniques d'hypnose qui sont robustes par rapport à ce qu'on sait. Donc, ça va être un autre fil qui va permettre de confirmer la simplification du modèle. Et l'objet de la présentation aujourd'hui, avec cet emprunt, le modèle de l'avenir souhaité, un terme que j'aime beaucoup, qu'on a volé à un monsieur qui s'appelle Nikolai Bernstein. Ça, je ne sais pas si vous êtes quelqu'un entendu parler de Nikolai Bernstein? Oui. En France, quelqu'un a entendu parler de Pavlov? Oui, mais je pense que Bernstein, c'est dans le monde de gens. Voilà. Alors, ils vivent à la même époque, en Russie, à Moscou. Et Nikolai Bernstein, en France aujourd'hui, mais pas comme ça. Les seules personnes qui connaissent un peu, en dehors des neurophysiologistes, c'est les gens qui ont fait des parcours de STAPS, donc les profs d'éducation physique, les coachs sportifs, parce qu'il est le théoricien de ce qu'on a appelé le contrôle moteur. On est dans les années 20, et en observant le fonctionnement de la motricité, eh bien, il comprend comment le cerveau et le corps fonctionnent ensemble pour produire un mouvement. Et il est moins connu que Pavlov pour une raison très simple, c'est que Pavlov fait une hypothèse scientifique à l'époque, et à l'époque, les deux hypothèses scientifiques sont beaucoup d'accord, finalement. Pavlov fait une hypothèse, la retenue, stimulus-réponse. C'est-à-dire que finalement, le corps, c'est une banque de comportements qui sont enregistrés, et puis on appuie sur un bouton, stimulus, et ça déclenche le comportement, réponse, et c'est comme ça, et ça sera toujours comme ça, et ça ne change pas. C'est un modèle qui plaît beaucoup à l'idéologie communiste de ce moment-là. On est dans l'homme-robot, hein, comment on va pouvoir organiser la société, le travail, donc des choses comme ça, très bien pensées, très bien organisées, stimulus, réponse. Pavlov parle d'arc réflexe. Et Bernstein, il dit « Ah non, ça ne marche pas comme ça. » Il dit « Ça ne marche pas comme ça. Pour produire un geste, mon cerveau émet une hypothèse de l'avenir souhaité, geste souhaité. Et cette hypothèse déclenche l'action, et le fait de faire l'action, par un feedback des sensations qui se produisent, ces sensations viennent modifier l'hypothèse de l'avenir souhaité. Oui, j'ai prévu juste, ou non, il faut que je corrige quelque chose. Et donc, un pas après l'autre, je fais une hypothèse d'un avenir souhaité, mettre mon pied droit en avant. Mon pied droit est en avant, je récupère des informations qui me permettent, quand je fais l'hypothèse de l'avenir souhaité, avancer mon pied gauche, de calculer une meilleure position de mon pied gauche par rapport aux erreurs que j'avais pu commettre dans la prédiction de mon pied droit, et ainsi de suite. Un modèle extrêmement adaptatif, toujours libre, et où, dans la conception de Bernstein, en fait, il n'y a aucun mouvement qui peut strictement ressembler. Et lui, il parle de cercle réflexe, parce que c'est une chose qui va en permanence être adaptatif. Et donc ça, c'est un modèle très libre, et ça ne plaît pas du tout. Ils ont payé vraiment le prix. C'est pour ça qu'il est dans l'oubli. Même si, à partir des années 60, on peut être réhabilité, et il est aujourd'hui considéré, c'est pas considéré, il est aujourd'hui le père de la robotique, de la biomécanique. Et il y a je vous ferai surtout faire des exercices théoriques. C'est intéressant de faire. Moi, je suis un clinicien, de voir comment dans la pratique on met tout ça en application. Voilà, ça c'est quelques mots pour Bernstein. Et donc, l'état, je reviens à la simplification des
vers l'étape dont je parlais tout à l'heure. Simplification clinique par la population traitée, simplification par les connaissances scientifiques des neurosciences, et ces deux vagues de simplification trouvent toujours comme point commun l'utilisation de la motricité, l'utilisation du corps, l'utilisation de la proprioception. La proprioception, c'est le sens de position du corps dans l'espace, tonicité. C'est toujours là. Et donc, on a là un allié fiable et mobilisable, parce qu'il n'y a pas besoin de faire des leçons très compliquées. Si je demande à quelqu'un de penser et de ressentir son équilibre, voilà, il sait faire. C'est automatique et instantané. Et on va introduire cette simplicité de l'accès à la conscience du mouvement, de la posture, de l'équilibre, comme base les trames des exercices. Et donc, ça va nous servir à faire ça. Là, j'ai résumé à peu près ce que j'ai appris. C'est la trame, globalement, des exercices d'hypnose. C'était une quarantaine de thèmes qu'on apprenait, avec des intitulés différents, donc les détails un petit peu selon les écoles. Mais voilà, donc le filtre dont je vous parlais, pour arriver à cette trame d'étape, où on a 10 étapes, dont une grande majorité, je n'irai pas dans le détail puisqu'on va faire un exercice, est vraiment portée par une attention sur la motricité puis la proprioception. On va le découvrir ensemble, on va le découvrir aussi. Mon technique, il y a un handicap technique, mais on va le rattraper. On va faire un exercice, on va hommage à Einstein, un exercice de la Versuet, ça se fait. Je vais vous proposer. Est-ce que tout le monde a une feuille? Papier, crayon. Et vous allez prendre votre feuille, je fais de la pub pour Novotel, au passage. Cet atelier est entièrement sponsorisé par Novotel. Vous allez prendre votre feuille en position comme ça, la paysage, vous la divisez en 3 parties, c'est-à-dire vous faites 2 traits. Les intervalles et tout. Tu veux une feuille? Ah, feuille. Yes. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose, vous allez, on n'est pas mes patientes ou mes patients, on n'est pas dans un espace de thérapie, mais moi, je vous propose vraiment de jouer le jeu. Si vous avez la chance d'avoir un petit inconfort, on va travailler avec l'inconfort que vous avez. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un inconfort pour cet atelier, deux options. Soit on a des marteaux qui vous permettent de créer un inconfort assez rapidement, soit vous pensez à un de vos patients ou de vos patientes, et bien sûr vous provoquez, entre guillemets, de jouer l'inconfort que vous a raconté le patient. Je vous propose c'est pas l'exercice, mais juste de fermer les yeux pendant quelques instants pour porter votre attention sur l'inconfort réel, imaginaire, que vous ressentez, ou que vous imaginez dans ce rayon-là. Et vous laissez venir, mais vraiment la façon dont on fait quand vous laissez venir le dessin enfantin de l'image de cet inconnu. Et vous tracez cette image, vous ouvrez les yeux, bien sûr, et vous tracez cette image dans le cadran de gauche. Au passage, si quelqu'un ne savait pas qu'il activait la motricité, parce que le dessin, c'est déjà. Ensuite, comme vous avez remarqué qu'il y a 3 cases sur ces 3 étapes, vous avez vu, donc bravo, vous faites de brillantes études, vous faites une partie. Et dans la deuxième étape, et ça c'est vraiment des choses qu'on fait en consultation, en première consultation avec les patients, je vous demande je vais vous interroger individuellement, on est un petit groupe, on peut se permettre,
Je vais vous interroger sur des choses, ce qu'on appellera des ressources, des choses que vous aimez bien faire. J'avais une patiente, madame, vous avez des ressources? L'eau, le gaz, l'électricité. Oui, c'est bon. Alors, les miennes de ressources, pour vous donner un autre exemple, j'adore la course à pied, je le ferai presque tous les matins. J'adore le cinéma et j'adore le chocolat, toujours bon, puisqu'on se terminait par un carré de chocolat noir. Ça, c'est mes ressources. Pierre, je commence bonheur aux dames. Vous, 3 ressources. Yoga, La cuisine cuisine. et la nage. Ça aide. Pour la nage. Moi, j'ai essayé la nage, mais à Paris, malgré l'ouverture des piscines, ça n'a pas convenu. 3 ressources. Le vélo, le cinéma, Ouais. Et le jardin. Pierre. Les percussions, le bricolage et le jardin. Aurais-tu 3 ressources? les arts martiaux. On a le droit de dire ça. La nature. Et les arts martiaux. Déjà d'autres mots. Ouais, c'est bien, c'est bien. 3. Ah oui, tu les as déjà écrits. Activité sportive, oui. C'est très bien, on va faire autrement. C'est bien, non mais les gens. Non, regarde. L'activité. C'était comment se dire la détente et nager. Et nager. La première, je pense. C'est des activités sportives, Sportives. la marche. Ouais. Ressources. Pas forcément. C'est de l'interprétation. Oui, Les professeurs m'ont dit que c'était intéressant. 3 ressources, chose que je vais faire bande dessinée, le chocolat, l'alimentation. 3 ressources. Chocolat, très bien. On va faire un club. Et le thé dans le jardin. 3 ressources. Le frigo, faire des amis. La lecture. Et la lecture. Moi, nager, faire l'aquarelle et faire des jeux de société avec moi. Là, on va suivre ton exemple avec une petite modification. Vous allez reprendre votre triptyque et dans la colonne du milieu, vous allez écrire tout en bas de la première colonne, de la colonne du milieu, tout en bas, votre première ressource. Vous écrivez blanc. Réactiver, vraiment, mais quand même. Un circuit d'apprentissage, enfin d'automatisme plus exactement, parce que vous avez appris à écrire il y a un certain temps, et que là, quand vous écrivez, c'est l'écriture spontanée, l'écriture automatique, mais dans l'activation, c'est automatique. Vous allez, au-dessus de cette première ressource, vous allez écrire la seconde ressource, mais non, attention, parce qu'il y a des gens rapides. Attention, stop, tu es trop rapide. Vous allez l'écrire d'une façon particulière. Vous allez l'écrire, justement, j'ai parlé d'apprentissage. Retrouvez ce moment-là, 5 ans, 6 ans, vous êtes en train d'apprendre à écrire. Essayez de retrouver l'application que vous mettez dans le dessin des lettres, puisque ce sont des dessins, et avec
non seulement cette application, j'ai en tête l'image de Douaneau, l'enfant qui tire la langue pour s'appliquer, pour faire plaisir au maître ou à la maîtresse. Voilà. Essayez d'écrire cette deuxième ressource avec cette écriture qui ranime, entre guillemets, qui active ces réseaux d'apprentissage. Vous trouvez vraiment au-dessus de ces deux premières ressources, vous allez donc écrire la troisième, et attention, dépêche, attention, vous allez écrire cette troisième ressource. Alors là, en activant d'autres circuits, on a la chance d'être parfois en lien avec un monsieur qui s'appelle Jean Berthoz au Collège de France, qui, regardez ses dernières publications, s'est de plus en plus intéressé à la beauté. Alors, vous allez utiliser cette beauté qui sauvera le monde de Dostoïevski, on va rester chez Russe. Vous allez écrire cette ressource non seulement de votre plus belle écriture, mais un peu à la manière d'un calligraphe, d'un enlumineur. Vous allez essayer de rendre cette écriture belle. Voilà. Je n'ai pas de crayon de couleur à vous proposer, mais avec certains patients, on leur proposer d'être dans cette beauté. Et là, quand on fait ça, on invite les patients à faire ça. On est bien sûr toujours dans la motricité, la proprioception, bien sûr dans les apprentissages. Donc on active tous ces réseaux et on active les réseaux de la beauté. Ces réseaux de la beauté, si vous ne pas Berthoz, sont particulièrement intéressants parce que contrairement aux réseaux de l'écriture, les réseaux de l'écriture sont acquis, on ne naît pas avec des réseaux spécialisés de l'écriture ou de la lecture. Il va falloir transformer certains réseaux neuronaux, détourner certains réseaux neuronaux pour qu'on réussisse à lire et à écrire, alors que les réseaux de la beauté, ils sont là, d'entrée de jeu, ils sont livrés avec... Ils sont livrés à la naissance, avant d'ailleurs. Si on en croit les études maintenant qui commencent à être faites sur la maturation du système nerveux in utero. Bref, là, avec ces trois étapes d'écriture, vous avez réveillé, entre guillemets, ces réseaux-là. On va ajouter, parmi les ressources, ou complément des ressources, là on a parlé des choses que vous aimez bien faire. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on va appeler un petit talent ou une compétence qui est quelque chose que vous aimez bien faire, mais c'est pas tout le monde qui sait faire ça. C'est-à-dire c'est quelque chose que vous faites qui est un peu au-dessus de la moyenne, ou, je ne sais pas, il y a vos amis, votre famille qui vient vous demander un conseil, parce que toi qui sais ça, tu pourrais m'aider. Moi, je vous ai parlé comme ressource du cinéma. Je suis très jaloux, ça me fait plusieurs pour du cinéma, donc ça ne me distingue pas. Alors que si je vous dis que dans le cinéma, moi j'ai un petit truc particulier, c'est le cinéma fantastique des années 20 à 30. Là, James Whale, le Frankenstein de 1931. Tous ces gens-là qui s'intéressent que moi et peu d'autres personnes, ça permet, si vous avez un dîner prochain à organiser, vous pouvez m'inviter, comme ça, vous savez. Juste, voilà. Le petit truc, vous en pensez ce que vous voulez, mais moi ça me plaît. Des talents comme ça, quelque chose que tout le monde ne fait pas. L'organisation. Tu as une organisation particulière en tête? Moi, j'aime bien ça. Tu aimes bien. Ah oui, quand je vois la chambre de certains adolescents, je sais que ce n'est pas toujours une vertu partagée, absolument. Tarot divinatoire, tarot Marseille. On va faire, je n'ai pas fait pour dire. Levez la main les personnes qui connaissent le tarot divinatoire de Marseille. Depuis 3. C'est au-dessus de la majorité. On est d'accord. Ça fait de cette
Et de ce petit talent, quelque chose que tout le monde sait. Absolument. Le tarot divinatoire, déjà. L'organisation aussi. Président de l'association. Oui. Cette organisation au service de quelque chose. Les mangas dystopiques. Manga dystopique, levez la main les personnes qui sont des spécialistes de manga dystopique. On regarde ça. Quelque chose des... Tiens, on vient te voir, $8, tu pourrais me conseiller sur ce truc que tu sais faire. Bande dessinée de Vance. Allez. Tu connais Vance? Tu nous feras un petit topo. Ça. J'adore ce métier. À chaque fois que je pose cette question à un patient, j'apprends des trucs. Petit talent, une expertise particulière. Mon expertise, c'est sur le partage de curiosité, d'échange, d'une façon éclectique du sujet. L'éclectisme. C'est vrai qu'à notre époque, c'est pas trop le style. Ouais, c'est pas. Sur différents sujets, mais de recherche, des choses nouvelles, inventivité. Inventivité, Par contre, éclectisme. ils ont un petit une petite connaissance sur les Simon Ball qui est tombé écossais. Bien sûr, je préfère l'éclectisme. Mais là, par contre, par contre, là, je suis assez sélectif. Très bien, on sait ce qu'on va boire avec le chocolat. Très bien. Voilà, un petit talent parmi de nombreux autres. Alors, l'enseignement de la vie taïno, de façon adaptée aux personnes, soit L'enseignement, je vais essayer de le dire comme si je savais ce que c'était, de l'Akitaido, art martial russe, comme son nom l'indique, et voilà. Adapté à des populations, tu as dit, d'autistes, de personnes âgées, enfin, de personnes autistes, de personnes âgées, etc. Ça, je ne pose même pas la question. Ça t'a demandé un truc, quoi. Et qui était un domaine. Alors, je vais. Non, mais en dehors de ton domaine professionnel. Allez. Si mon domaine professionnel, c'est là que je suis épanoui, et que je suis heureux, et que c'est en ressources. Recadrage. Le thérapeute s'adapte, c'est bon. C'est surtout que. Oh, je te lève. Un petit talent. Quelque chose que voilà, tout le monde n'a pas l'art du tourbé. J'ai gardé mon écriture de l'école. Alors, combien de patients rêveraient que j'écrive de cette façon? Un petit talent, je dirais l'œnologie. L'œnologie. Très bien, je me fais. la tarte aussi. Stimulus, réponse, marche. J'allais dire l'hypnose, mais c'est pas le bon endroit. J'allais dire l'hypnose, mais c'est pas le bon endroit. Tu as le droit. J'ai dit que je faisais du vélo, mais je fais du vélo en salle à très haute intensité avec de la musique à fond et je suis énormément.
Voilà. HIIT, ça s'appelle? Oui, Tu fais des trucs comme ça? ouais, c'est Ça le dynamo, le truc en particulier. Vous voyez que, alors, autant les trois ressources, ça défile. Autant de petits talents, ça vous demande un petit travail d'introspection, je dirais on va pas jusque-là. Mais ça, c'est plus personnel, plus intime, on pourrait dire. Alors, quand on fait ce travail dans l'interrogatoire du patient, on revient sur le triptyque, on revient sur la colonne du milieu. Et ce petit talent, je vais vous demander, comme je demande au patient, de l'écrire alors au sommet de la pyramide, au-dessus des trois autres ressources. Et attention, je fais... Ah oui, elle est démarrée tout de suite, au cœur de tout. Vous allez, si elle a compris le truc, vous allez l'écrire, ce petit talent, vous allez l'écrire avec l'impulsion, l'énergie que vous mettez quand vous signez votre nom. Ok, qui Ah oui, il y a quelque chose comme ça. Activer des réseaux de proprioception particuliers, je ne sais pas, les plus dans la physiologie, le but c'est de terminer cet exercice. Évidemment, je ne donne pas tous ces détails aux patients dans l'exercice. En revanche, aux patients, c'est quand même important, on utilise cette métaphore de quoi mon cher patient, vous allez me voir avec ce problème, c'est un confort, il occupe une place dans votre vie tellement importante que, je vais vous expliquer, il vous empêche de déboulonner, il vous empêche de sortir de chez vous, de voir vos nuits, de faire un peu de boulot. On a dans le cerveau des lampes, ça les gens, une image qui veut bien, c'est l'électricité dans le cerveau, des câblages, voilà ça. On a dans le cerveau plein de lampes, et chez vous, il y a une lampe qui domine toutes les autres, mais éblouissante au point de sidérer un peu comme le matin dans les phares, et qui empêche de bouger, voilà. Et peut-être cette lampe, je ne sais pas si on peut la faire disparaître ou même la diminuer. Ça, je pense à une patiente en particulier, une patiente qui vient nous voir dans le cadre d'un deuil, par exemple. Une mère de famille qui vient me voir parce que voilà, ça fait X années et elle n'arrive pas à faire le deuil de sa fille Johanna qu'elle a perdue. La fille avait 19 ans. Voilà. Eleanor, Johanna, quand elle se réveille le matin, il y a la photo de Johanna quand elle va se brosser les dents, il y a la brosse à dents de Johanna, quand elle va, voilà, quand elle prend sa voiture, le porte-clés avec la photo de Johanna, et puis quand elle ouvre son ordinateur au boulot, le fond. Et plein de thérapeutes, elle a vu plein de thérapeutes pour essayer d'éteindre la lampe de Johanna. C'est une légende quand même. Et ça ne marche pas. Ben oui, donc cette lampe mémorielle, c'est pas possible. Et d'ailleurs, elle le dira un peu plus tard, la dame, c'est même pas souhaitable. C'est même pas souhaitable. Il est hors de question. La douleur va suivre un certain cours dans le processus de deuil, mais la tristesse de cette perte reste. Et cette lampe reste allumée, il est précieux d'ailleurs d'une certaine façon qu'elle ne reste. En revanche, à côté de ces lampes éblouissantes qui bloquent quelque chose, mon cher patient, vous avez plein. Ah ouais. Vous avez plein de petites lampes dans votre cerveau qui sont les lampes des ressources. Des choses que vous aimez bien faire et que vous faites moins ou que vous ne faites plus. Et nous, ce qu'on va essayer de faire dans cet exercice, c'est d'augmenter l'intensité des ressources. Parce que le cerveau a une capacité extraordinaire à construire des équilibres. Lorsqu'il est déséquilibré, vous voyez bien du côté de la proprioception, lorsqu'il y a un déséquilibre d'un côté, le cerveau, le système nerveux, se débrouille pour essayer de retrouver le meilleur équilibre possible avec tout ça, à la condition qu'on donne parfois un petit coup de pouce
là où il faut. Si je mets mon énergie à essayer d'éteindre ça, finalement, je vais perdre beaucoup de temps. Et si je mets mon énergie à augmenter ça, on va avoir des choses qui changent. Et c'est l'exercice que je vous propose de le faire. Vous allez fermer les yeux, s'il vous plaît. C'est pas encore tout à fait l'exercice. Vous allez encore garder le triptyque. Vous allez fermer les yeux quelques secondes, parce que là, on va être dans l'avenir souhaité. Vous avez dessiné l'image de votre inconfort. Vous avez écrit avec ces belles écritures vos 3 ressources et ce petit talent. Je vous propose d'imaginer ce confort obtenu, atteint, ce que vous ressentez lorsque ce confort est présent, et de trouver, là aussi, de laisser émerger l'image qui correspond pour vous. Image simple, hein, enfantine. L'image qui correspond à cet avenir souhaité. Et quand vous l'avez, vous ouvrez les yeux et vous dessinez cette image dans le cadran, dans la colonne de droite de votre triptyque. J'avais ça aussi. Votre confort, mais l'image de après, j'utilisais toujours un confort et un confort. Oui, parce que ça a l'avantage de ratifier quelque chose. Et finalement, si on réfléchit, que ce soit une douleur physique, une douleur morale, du point de vue des systèmes nerveux et des ressources que je mets au mieux, c'est pareil. C'est trop de temps à séparer le corps et l'esprit. Donc, voilà, là, je vois que vous avez un inconfort. Nous, notre travail, ça va être d'aller vers plus de confort. Et la personne, le plus de confort, c'est pas un mot, c'est un dessin. Et là encore, on a activé la luminosité. On a activé des réseaux neuronaux de mobilisation, de changement. Et là, ça a pris un peu plus de temps parce que je mets les explications, ça prend 5 minutes max. Je vous propose à présent de passer votre triptyque où vous voulez, en tout cas de libérer vos genoux, vos mains, parce que pour faire l'exercice, car nous allons faire un, même 2 si vous êtes sage, vous allez alors vous placer dans une position un peu en avant de la chaise, un peu comme si vous étiez sur un tabouret, pour avoir une perception justement de votre équilibre un peu plus présente. Et vous allez voir pourquoi je vous propose de placer vos mains devant votre visage. Ce n'est pas de l'entraînement à haute intensité, hein, voilà, c'est juste que vous sentiez une motricité particulière et un engagement déjà moteur. Voilà. Et dans cette position un peu particulière, vous fermez les yeux pour démarrer cet exercice. Vous avez donc dessiné ce premier dessin de votre inconfort. Vous avez tracé de cette écriture automatique la première ressource, de cette écriture apprenante la seconde, et de cette écriture belle la troisième, et puis de cette écriture d'énergie d'élan, votre talent. Sans transition, vous laissez venir un moment réel de votre vie, ressemblant, ça a beaucoup d'importance, c'est un moment dans lequel vos mains sont en train de manipuler quelque chose, un outil, un objet, un jeu, un jouet. Voilà, vous prenez le premier objet, entre guillemets, qui se présente très bien à vous, et vous laissez, voilà, vous installer dans cette action. Vous portez votre attention sur justement cet équilibre de votre corps en train de réaliser cette action. La façon dont vos mains sont en train d'utiliser, de mobiliser cet outil, cet objet, entre guillemets, voilà. La force qu'il vous faut, l'habilité peut-être,
Voilà, très bien. Et observez finalement la façon dont votre regard dans ce moment-là est en train de comment dire, diriger votre action, orienter votre geste, ou très bien, votre déplacement. La façon dont votre regard aussi peut-être capte autour de vous, hein, dans le décor particulier dans lequel vous vous trouvez, ces éléments particuliers de ce décor, qu'ils soient de la nature, parce qu'on est spécialiste de la nature, ou qu'ils soient à l'intérieur, pour vous permettre de progresser dans l'action que vous êtes en train de faire, en vous mettant tout simplement à l'écoute des sonorités, des bruits, de la musique peut-être de voilà, cette action que vous êtes en train de faire, de réaliser, de progresser, pour être attentive, voilà, très très bien, aux émotions, mouvements, hein, que vous êtes en train de vivre et qui accompagnent finalement les différentes étapes de la réalisation de cette action. Voilà. Et puis, voilà, dans ce moment, hein, qui vous permet d'explorer ce que vous êtes en train de faire, et peut-être d'ailleurs de découvrir des éléments qui sont en lien avec le dessin du but que vous avez dessiné à l'instant, eh bien, dans ce que vous regardez ou dans ce que vous écoutez, voilà, laissez voir, laissez entendre tous ces éléments qui vous permettent peut-être de faire un pas, puisqu'on parle de motricité, en direction de votre objectif, ou tout simplement de renforcer, de consolider, de construire ce que vous êtes en train de ressentir. Il n'y a rien à réussir, bien sûr, dans cette exercice, juste, voilà, très bien, d'utiliser ces sensations, certaines agréables ou certaines utiles, en tout cas, juste à votre rythme, à vous. Pour ça, je ne parle pas. Vous savez ce qui est fait, vous a fait. Ce que je vous propose pour terminer cet exercice, on va le faire ensemble. Un mouvement respiratoire un peu plus profond, que vous connaissez bien puisque nous avons un spécialiste. Vous allez prendre une inspiration, donner le top départ, une inspiration un peu plus profonde. Inspiration, suivie d'une expiration, vous savez que c'est 5 secondes. Inspiration, quelques cycles ensemble. Expiration. De votre bloc que nous cet exercice. Votre ce qu'on utilise là, entre autres, c'est un élément que j'aurais reconnu, d'autres qui sont peut-être moins familiers, d'autres pas sous cette forme. Dans la fabrication du mouvement qu'a découvert Einstein dans les années 20, c'est pas compris comme ça. Le cerveau prédictif, il faudra attendre. Le cerveau prédictif, c'est des théories là aussi autour des années 80, avec les neurosciences, tout ça. On sait que le cerveau émet des signaux. Je vais un peu vite dans l'histoire. On appelle ça des théories
bayésienne du cerveau. M. Bayes, c'est un statisticien du 8e siècle, oui, 18e, donc on peut faire toujours remonter l'histoire des sciences à l'Antiquité. C'est juste que dans la modernité, les concepts quand même du cerveau primitif, du cerveau qui émet des hypothèses et qui les valide par l'action et le retour par la perception, ça c'est quelque chose qui est plus récent, dont Bernstein a démontré dans le mouvement, et que aujourd'hui, on sait concerne à peu près tout le mécanisme de la conscience. Pas simplement le mouvement qui fonctionne dans ce cercle de réflexe, c'est aussi, bien sûr, les pensées, les cognitions, les connaissances, c'est aussi les émotions. C'est moins intuitif, on va dire. Donc, bon, je ne veux pas rentrer dans le détail de théorie de Bernstein, mais vraiment, ce modèle qui est appelé de l'avenir souhaité, après l'expérimentation de correction sensorielle qui permet d'ajuster le mouvement, et cet anneau-réflexe qui permet, à chaque itération finalement de l'action, de changer quelque chose. C'est un modèle d'apprentissage, c'est pour ça que c'est une théorie inspirée, non seulement je sais, le monde du contrôle moteur, mais bien, on va retrouver ça dans la robotique, on va retrouver ça dans la rééducation, etc. Mais en psychologie, dans les 50-60, beaucoup de travaux de psychologie cognitive vraiment être nourris et inspirés par les théories de Bernstein. Et aujourd'hui encore, dans l'informatique, il y a un journal scientifique qui attribue un journal qui s'appelle Contrôle moteur, spécialiste du mouvement, et qui chaque année attribue un prix Bernstein aux meilleurs travaux scientifiques. Et il y a une rubrique Bernstein où régulièrement on traduit les papiers un peu rares qui n'auraient pas été traduits encore pour montrer à quel point les démonstrations que Bernstein avait faites à l'époque gardent une grande pertinence, une grande actualité. Il utilisait des machines pour enregistrer les mouvements, il utilisait la photographie, enfin, il utilisait tous les moyens techniques possibles de l'époque pour essayer de voir comment le mouvement se construisait dans cet anneau réflexe, cercle réflexe. Et donc vous voyez que quand on fait dans l'exercice de tâche là que je vous ai proposé, on va vraiment, du moment où on fait l'interrogatoire avec les différentes écritures, faire appel à l'activation de ces différents réseaux, on va allumer ces lampes des ressources dont je parlais, et puis dans l'exercice, on va faire appel à un mouvement sur la chaise et un mouvement imaginé, c'est-à-dire plus qu'imaginé, puisque, vous savez, au moment où je retrouve mon souvenir de mes nouveaux, je sais pas, je suis du point de vue de mon cerveau moteur et de mes muscles. Si on mesure tout ça, on sait qu'il y a une activation. On sait que les sportifs, c'est pas la peine d'être en salle. Il suffit d'imaginer deux mouvements. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, activation dans le cerveau, ça, ok. Et l'esprit commande le corps, mais le corps commande l'esprit. Et là, vous avez une croissance musculaire. C'est pas aussi important que si vous faites la salle, on est d'accord. Mais vous observez. Les gens qui font de la recherche, je ne dénonce personne dans cette salle. Il y a des gens qui font de la recherche qui ont des idées saugrenues. 1 mois d'entraînement, soulever un poids, ou imaginer qu'on soulève un poids. Ils ont réussi à trouver des sujets pour ça. C'est des étudiants, on leur paye un sandwich, une pizza, ils sont contents. Et à la fin, ça c'est moins facile à faire passer, même aux étudiants, on leur fait une biopsie musculaire. Passer à la main. Et on regarde ce qui s'est passé. Le tissu musculaire, chez les deux, a augmenté. Les cellules musculaires ont grandi. Pas dans les mêmes proportions, on est d'accord, mais on grandit. Donc, on a vraiment, dans cette programmation du mouvement et ce cercle réflexe, on sait aussi que, avant même d'imaginer un mouvement, en fait, les muscles se sont déjà, se sont déjà mis en état de marche. C'est vraiment ce modèle de l'avenir souhaité qui n'est pas un modèle conscient.
avant d'être conscient, il y a déjà des mécanismes de l'avenir souhaité, moteurs qui sont présents. C'est ça qu'on va essayer chez le patient. On va dessiner son avenir souhaité. Et c'est tout ce chemin qu'on veut essayer de favoriser à travers notre exercice, en insistant donc sur la proprioception, qui est donc dans les définitions classiques, c'est le sens de position du corps dans l'espace, le fait que je sais où nous sommes mains quand on parle, pied. C'est aussi le tonus de posture. Et ça, il y a des gens qui font de la posture, peut-être ce matin, il y en avait. Nous vivons sur Terre, on est soumis à la gravitation terrestre, et on ne s'en aperçoit pas, mais il faut une force pour ne pas être écrasé comme des crêpes par la gravitation. Les moments où on s'en aperçoit, heureuses et heureux les nageurs, les nageuses, c'est quand on change de fluide, là on vit dans l'air, une résistance particulière et une attraction terrestre, et une attraction terrestre quand on va dans l'eau elle est toujours la même, mais on a changé de fluide, on est dans un de liquide. Là, ça change complètement la perception de la force qu'il faut donner à mes mouvements pour bouger. Et alors, c'est pour ça que la proprioception a fait beaucoup de progrès depuis la conquête spatiale. Évidemment, si on va dans l'espace, alors là, c'est encore une autre histoire, et là, on a de la perception encore différente. C'est aussi pour ça que ce sens, il est longtemps resté un petit peu caché, parce que finalement, la proprioception, elle est à la base de tous les autres sens. Les 5 sens qu'on connaît depuis Aristote, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, en fait, tous ces sens-là ont besoin, pour fonctionner, de la proprioception. Si je veux regarder, il faut que je porte mon regard vers. Si je veux écouter, il faut que je tende l'oreille. C'est-à-dire qu'il y a de la motricité avant le fonctionnement de ces sens. Et une des raisons pour lesquelles on peut perdre la vue, on peut perdre l'ouïe, l'odorat, quand il y a la proprioception, quelques rares cas apparemment génétiques, personnes qui pensent perdu, enfin, un problème dans la circuiterie, mais c'est vraiment tellement une intégration multisensorielle, ce sens-là, que c'est quasiment impossible de le perdre, le sens où on perd la vue, on perd. Et du coup, pour nous, il est important de savoir, quel que soit l'état clinique du patient, on essaye d'allumer le feu de cette proprioception. La proprioception sera toujours au rendez-vous. Le patient sera toujours capable de retrouver quelque chose d'un mouvement, d'un élan, d'une impulsion, d'un équilibre, et qu'à partir de ça, chez des patients très fatigués ou déficitaires, à partir de ça, on va pouvoir produire une activation et un exercice pour essayer de favoriser le passage de l'inconfort vers le confort. Là, c'est des choses très, très classiques. Les pourcentages ne sont pas justes, pardon, je le dirai. Et c'est juste pour vous rappeler que, bien sûr, la proprioception, elle fait la moyenne, la synthèse de l'information qui vient de l'appareil locomoteur, capteur, capteur de pression sur le plan des pieds, le capteur d'étirement dans les muscles, les tendons, les articulations, tout ça, ça nous donne plein d'infos pour savoir. Dans l'oreille interne, on a des accéléromètres, ce qui fait que même quand je prends l'ascenseur pour aller dans ma chambre au 3e étage, avec pas de fenêtre, et je sais si je suis bien en train de monter ou si je suis bourré, l'ascenseur est en train de descendre. C'est une info qui va s'ajouter, et puis bien sûr les informations visuelles, avec ces repères d'horizon, de verticalité, auxquels mon cerveau est clairement sensible. Et avec tout ça, je lis mon sens de la posture, les ajustements et les adaptations posturales à l'action et au mouvement. Et on va même un cran plus loin, c'est-à-dire que ça c'est une manip qui a été faite vraiment par hasard il y a quelques années, pas de marée, bon. Vous savez, il y a des patients qui ont une maladie
des patients qui souffrent d'épilepsie, d'épilepsie rebelle aux médicaments. Et donc, chez ces patients-là, on propose, c'est techniquement possible, on propose d'implanter des électrodes dans le cerveau pour passer des courants électriques et ainsi empêcher le foyer épileptogène de décharger et de créer des crises. Chez les impatients, le foyer épileptogène est du côté du gyrus antérieur. Si vous voulez savoir où est le gyrus antérieur, c'est par là. Voilà, l'anatomie, la neuroanatomie est très précise. Et donc, ils sont allés implanter des électrodes par là. Petit courant. Décorporation. On dit, ah, je suis au-dessus de mon corps. On arrête du courant. Je retrouve mes chaussures. Donc, on est dans le simplifié autour des circuits de la proprioception, en tout cas de ces échanges d'informations qui sont conservés dans la proprioception. Et donc, on voit bien que même la conscience de soi a besoin de ces réseaux qui construisent la proprioception. La proprioception, elle va être partout. Vous avez un éminent spécialiste de la respiration. Il me semble que quand on respire, il y a du mouvement et qu'il y a un feedback en permanence. Ça va là-dedans. On avait, dans l'autre sens, des dentistes. Essayez tout sortes chez le dentiste, mais il m'a mis un truc énorme. J'arrête pas, je ne peux plus fermer la bouche. Changez-moi ça, enlevez-moi ça. Il n'a rien fait. Je vais même enlever. On a un appareil proprioceptif qui est extrêmement sensible à ces micro-changements, qui est capable, en recevant ces micro-changements, de produire ces hypothèses pour l'étape d'après. Quand l'hypothèse pour l'étape d'après, c'est de l'inconfort, nous on dit que c'est possible d'aller, allez, on rejoue un tour, et on va essayer d'aller prévoir le prochain mouvement. Mais pour ça, il faut rejouer un tour, pas faire l'exercice. Le patient bloqué, on le met en mouvement en direction du but, de son but, pour aller faciliter le changement. Est-ce que... Ah, oui, c'est pas... Tu en veux une autre? Tu veux que j'en mette une autre? Maintenant, celle-là, c'est autre. C'est les mêmes lunettes. C'est la seule chose qu'elle marche. Et donc, on espère qu'on va réussir, grâce à l'équipe de Pemo de la pitié, de faire un protocole où on va essayer, mais vraiment, cet exercice-là, vous venez de le faire, on va le simplifier, chez des patients qui sont en rééducation respiratoire, de voir quelle incidence ça peut avoir, puisque avec l'état qu'on a quelques données, on a les données des neurosciences pour dire que on va chercher par là, ça repose sur des données probantes de patience, mais on n'a pas encore une taxe, c'est on n'a pas encore d'études cliniques, on a une étude en électroencéphalographie qui a mis à peu près 7 ans pour arriver à être concrétisée, le temps de la recherche. Donc là, on essaye de mettre en place ce protocole et d'avoir cette image clinique complémentaire à ce que je suis en train de vous dire. Dans tous les cas, voilà, ces empirismes cliniques, c'est pas à vous que je dirais que l'hypnose, ça marche. À partir du moment où on sollicite le patient dans ses ressources, et qu'on aide le patient dans ses ressources, de toute façon, vous aurez compris que nous, notre point, c'est pas de dire on est meilleur que tel ou un tel, ça n'a aucun sens. C'est vraiment de dire comment on peut faire évoluer à partir de l'observation, comment on peut faire évoluer à partir des connaissances, avec cette idée
de simplification de l'ORL. Et avec cette idée, puisque c'est pour le patient peut le refaire, parce que quand il peut le refaire, on renforce cette idée des itérations qui permettent au contrôle moteur d'émettre des hypothèses d'avenir souhaité et de se rapprocher de plus en plus. S'il suffisait d'une séance ou deux séances avec un peu, tout change, je crois que vous seriez mieux. En revanche, quand chez tous les patients qui pratiquent l'hypnose ou l'auto-activation, on voit des résultats qui sont supérieurs, mais c'est vrai pour les gamins qui font leur devoir apprennent plus vite. Ceux qui ne le font pas, il y a des gamins qui vont plus souvent sur leur vélo, vont faire l'acquisition du vélo un peu plus rapidement. On essaie dans le garage. Voilà, c'est des évidences. Avec ces évidences-là, on a quand même, nous, à encourager le patient dans ces explorations. Avant de vous proposer, oui, un second exercice, est-ce que vous avez... Je pense que On va le refaire et de reprendre le feuille. alors on fait... Vous allez refaire cet exercice. Docteur, votre voix va me manquer. Voilà. Vous avez un inconfort. C'est une bonne... À quel moment dois-je faire cet exercice? Quand vous avez un inconfort, je vous propose d'installer le confort, c'est plus intéressant. Cherchez à installer le confort. Voilà. Vous prendrez cette position, là, qu'on a prise, et puis vous retrouverez un souvenir où vous êtes en train de manipuler quelque chose, où on utilise aussi beaucoup, ça revient même, un souvenir d'apprentissage. Tout à l'heure, l'activation des réseaux d'apprentissage. De toute façon, tous les objets que vous avez manipulés correspondent à mon apprentissage. Vous retrouverez là, et pendant 30 secondes, 1 minute, pas plus, vous allez retrouver l'action que vous êtes en train de faire. Et pendant 30 secondes, plus, vous allez retrouver l'émotion que vous ressentez à ce moment. Et c'est tout. Docteur, est-ce que je dois reprendre le même souvenir que celui que j'ai pris? Alors là, vous avez toutes les techniques que vous connaissez bien. Souvent, la personne vous verra, oui, c'est important, mais pour vous, si c'est un autre souvenir qui vient, essayez et vous me reparlerez d'une autre fois. Voilà, mais ça, c'est vraiment très important. Et les patients qui reviennent la semaine après, première question, c'est pas comment vous allez. La première question, c'est comment vous avez pratiqué cet exercice. Et là, tout de suite, on engage la relation thérapeutique dans un sens de l'action. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas que ça ne m'intéresse pas qu'il aille bien ou qu'il n'aille pas bien, mais je ne peux pas mettre du temps. Ce qui m'intéresse, c'est que s'il veut aller bien, je sais que le raccourci, ça passe par l'exercice. Et donc, ce qui m'intéresse, il faut qu'il sente que ce soit mon centre d'intérêt. Et c'est le fait de savoir s'il a pratiqué ou pas, et comment on peut améliorer sa technique. C'était trop ci, c'était pas assez ça, ça a été trop rapide, ça a été pas ça. Ok, et non, ça nous permet, exercice après exercice, eh bien qu'il devienne, sur cette trame justement simple, pour qu'il puisse la personnaliser. Et on a exactement comme vous dites. Oui, alors comment avez-vous fait? Là, vous devez rien à voir avec ce que vous faites la dernière fois. Très bien. Et alors? Ah, ben, j'étais mieux. Hein. Très bien. C'est exactement. Ça, c'est la caisse, l'exercice que tu veux, et dedans, avec les Saint-Exupéry. Et c'est ça qui peut avoir mis en mouvement. Le patient reprend la main, il dit que. Et d'autres, je sais pas, vous avez d'autres. Le commentaire qui me vient à l'esprit, quand tu parles de cerveau prédictif, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais en tout cas, ça me fait penser. Ce qui me vient, c'est les travaux et le livre de Daniel Kahneman sur le système 1, système 2, qui explique que, en fait, au fil de l'évolution, ça a été beaucoup plus rentable de mettre au point un système qui fait des erreurs, qui décide, par contre, qui décide vite, qui corrige tout le temps,
plutôt qu'un système qui va prendre tous les éléments, se concentrer et se faire croquer. Et donc, Tout à fait. voilà. Ah oui, oui, oui. Donc c'est ça. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que tout ça, c'est une pression pour l'énergie. C'est-à-dire c'est l'intérêt d'avoir un système qui va vite, quitte à ce qu'il fasse des conneries, mais du moment qu'il les corrige, c'est en termes d'énergie, c'est-à-dire Ouais. en termes d'ATP, de synapses, d'économie d'énergie. Ah oui. Presque comme une LED qui éclaire pas très bien, mais qui consomme que dalle. Et donc il y a une intentionnalité de survie énergétique. Ah, mais Ça, ça, c'est on parle toutes les de théories mouvement, d'évolution par, ouais. par la conservation de l'énergie. Et effectivement, si un organisme veut vivre plus longtemps, il faut qu'il trouve les voies énergétiques les mieux optimisées. Absolument. Celle-ci semble en faire grandement partie. Et justement, je vous propose de... Il faut que ces exercices restent ludiques, enfin pour nous, pour travailler justement à l'encouragement du patient, à sa mobilisation dans l'exercice. Il faut que ce soit sur une trame finalement à peu près toujours identique, parce que ça c'est la trame de la façon dont notre cerveau prend un développement. Il faut qu'on puisse proposer des variations synthétiques. Et ce que je vous propose, on va faire... alors, parfait. Ce que je vous propose, c'est un exercice dans lequel vous allez démarrer assis comme on l'a fait tout à l'heure, c'est-à-dire avec une position un peu motrice. Et essayez de faire un petit peu de place devant vous. À certains moments, je vous demanderai de vous lever. Je vends la mèche. Là, il faut quand même que vous puissiez vous lever et bouger un peu autour de vous si vous avez envie de bouger autour de vous. Pour cet exercice. Alors, si vous ne souhaitez pas placer les mains dans cette position-là, placez-les au moins dans cette position. Vous savez que vraiment la position passive, les gens qui font le yoga, toutes ces techniques où bien avant Einstein et même Aristote, ou même à la même époque Aristote, donc Aristote il sépare le corps et l'esprit. Si on regarde un tout petit peu ce qui se passe ailleurs dans le monde, il se passe des choses plus malignes. Du point de vue, on ne sépare pas le corps et l'esprit. Ça travaille exactement ensemble. Et c'est pas un hasard si ils ont gagné un peu de temps sur ces différentes techniques par rapport à nous. Petit aparté. Bref, là, quand on est comme ça dans cette position de repos, bah, ça peut être une position confortable, l'accession, tout ça, mais c'est pas une position propice au changement. Art martial, c'est rare que le démarrage d'un exercice se passe allongé, détendu, plus confortable. Il faut que le corps soit prêt à l'action. Et c'est ça le début de l'exercice, c'est le sens aussi de cette posture tonique, des mains comme ça, ou pour les patients qui sont plus fatigués, on va juste leur demander de mettre les mains en supination, ce qui est déjà un geste de réception active par rapport à la facilité. Pour les personnes qui ne savent pas, vous allez dans cette position, vous devrez choisir de fermer les yeux pour démarrer l'exercice. Et ce que je vous propose, c'est de façon totalement libre, fixez-vous le but, l'avenir souhaité que vous souhaitez, c'est-à-dire l'objectif que vous souhaitez favoriser, le confort, vous souhaitez favoriser là, ici ce soit enfin, dans un espace et vous avez placé ce but. Et puis quand vous avez cet avenir souhaité, eh bien je vous propose de laisser venir très rapidement un moment réel de votre vie en lien avec la première ressource que vous avez écrite tout à l'heure. Le premier moment qui se présente à vous. Et vous retrouvez quelques instants l'action que vous êtes en train de faire. Vous explorez cette action à votre façon, avec votre rythme. Quelques instants, gestes, postures.
Et là, voilà, pour les sportifs et les sportifs, vous laissez venir dans votre esprit, voilà, une seconde action, et vous mettez le temps. Et vous laissez cette seconde action en lien avec une deuxième ressource, une deuxième ressource. Retrouvez cette action et osez au passage orienter. Imaginez que vous êtes une boussole, capable, comme les oiseaux, de vous orienter vers le nord, dans la direction de votre transhumance. Et bien, orientez votre corps en direction de cet objectif, on va le dire, et retrouvez l'action que vous êtes en train de faire. Voilà, en lien avec cette seconde ressource. Et là aussi, explorer. La peur, l'émotion. Et voilà. Laissez émerger comme ça cette transition. Un troisième moment tout aussi réel de votre vie. Et ça, c'est un moment qui est en lien avec votre troisième ressource. Premier moment qui se présente à vous. Votre action que vous allez faire et la cité de ça. Explorer ça. Trajectoire d'itinéraire. Car notre point de départ et un point d'arrivée, plusieurs chemins sont possibles. Le vôtre, à votre façon, les rosebuddy, je ne parle pas. Dans cette direction, et proche de l'autre. Et respiration. De votre après-midi. Chimiste. Illustration très simple. Comment on peut construire avec le mouvement, activer avec le mouvement un certain nombre de ces ressources immédiatement accessibles. Envie de précision particulière ou des questions par rapport à ça. Toujours un truc. On est là pour améliorer l'outil. C'est dans mon expérience, je suis d'accord avec ça, c'est une hypothèse, en tout cas, c'est une exemple qui va expliquer plein de trucs. Voilà, donc on va imaginer que cette hypothèse. Jusqu'à la suivante. C'est exactement ça. Pour l'instant, c'est voilà, celle qui a pignon sur rue. Voilà. Donc imaginons qu'elle soit vraie, je trouve que parfois l'hypnose peut permettre de replacer la prédiction à la bonne distance du message afférent qui vient, le message afférent qui a été une forme de recadrage du cerveau, enfin de procédure, de réglage du cerveau. Et après ça, quand ça se passe bien, bien sûr, il guérit. Et donc, dans les TAC, je suis toujours frappé par l'insistance que vous mettez sur il faut faire les exercices régulièrement. Pourtant, il y a la possibilité que une fois c'est bon, quoi. Ça peut. Ouais, d'accord. Oui, absolument. Et jamais à l'abri de nos surprises.
C'est juste que venant, tu vois aussi ça, venant du monde de l'oncologie, des soins palliatifs, on entend aussi tellement de prédicats réalisant que les gens vont tout guérir un coup de baguette magique et ça. On a vu tellement de patients détourner les soins réguliers, les surveillances régulières, et puis finir dans des complications de maladies graves qui les amenaient à la famille, alors que ce qui attend, c'était des maladies graves. C'est vrai qu'on a développé une vraie prudence par rapport au discours de en une fois. En revanche, première séance, un exercice, on donne rendez-vous, et tu as entièrement raison, le patient et de l'image que cet exercice, quand tout va bien, vous ne le pratiquez pas. On n'est pas dans une méditation, de mindfulness, un entraînement pour arriver à. Là, on cherche une transformation de vie dans le mindfulness. Nous, on est symptomatique. Le symptôme est là, vous faites l'exercice. J'ai mal à la tête. Normalement, en pharmacie, j'ai le pas. Et quand j'ai pas mal à la tête, je suis très content d'avoir le livre normalement en pharmacie. Il reste. D'ailleurs, dans l'exercice, j'avais pas fait en temps libre, je sais pas, j'ai pas poussé l'investissement jusque-là. J'ai trouvé que c'était très intéressant de pouvoir connecter les trois ressources et que ça pouvait être une source de recadrage qui pouvait résoudre un problème définitivement parce qu'on voyait différemment. Quoi. Oui. Enfin, on le voit. Ouais. Quelque chose dans nous, la réorganisation. La proposition. C'est cette régulation. Mon illustration, c'est cette régulation. Ok, il y a une autre désagréable, enfin toutes les autres, et là, ça reprend un peu plus. Je pense que c'est une régulation. Bonne question, bien sûr. Surtout les patients inquiets. Absolument. Qu'est-ce que toi tu leur réponds? Parce que je suis sûr qu'ils te posent la question aussi. Je leur dis, mettons que vous sentiez bien, vous sentiez que Vraiment, ces questions sont complémentaires. C'est-à-dire, à quel moment dois-je pratiquer l'exercice? C'est un inconfort aigu, c'est une rééducation, quelqu'un qui fait la rééducation parce que c'est torse, fracture. Allez, faites-le une fois par jour jusqu'à ce que c'est un entraînement. De la même façon qu'il fait sa kiné tous les jours, le kiné ne lui demande pas de faire ça 24/24. Le kiné, il vous a demandé 5 minutes. Moi, je vous en demande une. Vous accompagnez, et même, vous les faites en même temps, comme ça, vous gagnez du temps. Il y a des choses plus importantes à faire que la rééducation. Profitez de la vie. À chaque fois que ça va mieux, profitez de la vie. Faites autre chose que des exercices. Donc ça, c'est des messages de recadrage pour aussi que le patient, surtout les monsieur ou les bons élèves, docteur, j'ai passé ma semaine, j'ai fait 24 heures sur 24 de votre exercice. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont devenus malades de l'exercice. Hein. Donc, ça. Alors, pour certains, une insomnie. Ah, et donc il faut que je refasse cet exercice. J'ai rien. Il faut que je refasse cet exercice avant de me coucher. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, parce que c'est. Essayez de le faire avant de vous coucher, et vous verrez. Et peut-être que vous pourrez même essayer de faire un autre moment. Ça, nous en parlerons. C'est-à-dire, bien sûr, tu me donnes une consigne très précise, mais c'est une technique. Une consigne précise et la liberté de faire autrement. Parce que ce qui est intéressant, c'est le côté, est-ce que le patient qui est coincé dans ses peurs ou ses douleurs, est-ce qu'il va s'autoriser à aller explorer une autre façon de faire? Il faut qu'on l'aide de façon simple, accessible et oh docteur, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à faire un traitement sans ça. On peut faire le recadrage un peu
frontale, ça c'est vous avez mieux à faire que de soigner votre problème. Ça dépend des écoles, des personnalités. Ou on peut dire, mais réponse. Technique Paul Watzlawick, vous connaissez le paradoxe. Comment avez-vous réussi à pas faire l'exercice? Une minute. À penser à un moment où je bricole. Et là, non mais en fait, j'y ai pensé à votre exercice. Ah d'accord. Et alors, donc vous l'avez fait comment quand vous y avez pensé? Et en fait, ça s'aperçoit tous. Ouais, mais je l'ai fait que 2 fois. Et je vous ai pas demandé de faire 50, je vous ai dit expérimenter et on en reparle. Et là, tu lèves la pression incroyable que se mettent parfois les patients sur le fait de réussir tout de suite en une seule fois, sinon je vais me faire engueuler par la prof. Vous avez fait exercice, vous avez fait l'exercice, qu'avez-vous observé? C'est cette observation qui va nous servir à faire le second exercice. Allez, l'itération de la manière souhaitée, qui, s'il arrive du premier coup, voilà, bon, super content, effectivement, ça arrive. Excellente surprise, surtout en psychiatrie. Les psychiatres sont très étonnés. 10 ans de psychanalyse et puis 3 séances de... Bien, on ne sait pas quoi, mais voilà, bon, c'est différent. Et donc, les patients chez qui voilà, il va se passer quelque chose qui et d'autres avec lesquels, Jean Bétiol, nous suivons, puisque j'ai pris sa succession pour le suivre de cette patiente quand il est parti à la psychiatrie. Donc nous suivons cette patiente depuis 37 ans. Une patiente qui a 37 ans d'échec, d'une façon psychotique. Bon, qui à 37 ans passait à peu près la plupart de sa vie aux urgences psychiatriques de TS Saint-Inès. La vie où elle voit 2 fois l'an. Elle est du côté d'une très belle ligne crête où elle est parfaite. Un axe, elle a de temps en temps une crise, elle fait un peu vivre. Ça, c'est des choses qui sont toujours des choses. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est tout à fait. On cerveau collectif, d'accord? C'est une exercice qui font la sensation, dans le sens que la sensation est comme la sensation. Voilà, tout à fait. Comme ça. Oui. Et quand on ouvre les yeux, c'est quelle minute? C'est ça. Mais tu peux aussi, je pense, tu peux oser, parce qu'on se met des barrières. On se met des barrières, tu peux aussi oser avec la phobie de l'ascenseur. En soins palliatifs, pendant des années, on s'est interdit de faire des exercices qui évoquaient la motricité aux patients qui étaient paraplégiques. Les pauvres, ils vont regretter. Ils vont être tristes parce que voilà, ils vont se rappeler qu'ils ne peuvent plus. Mais ça, c'est nos cerveaux à nous. Ça, c'est nos anticipations, les angoisses du thérapeute. Le patient paraplégique, un souvenir d'apprentissage, le premier qui vous vient. Ah bah le vélo. Et hop, là, la mémoire du corps, là, l'équilibre, ça revient. T'as la banane qui s'installe. La banane qui s'installe. Et l'émotion, parce qu'effectivement, il se souvient sans doute à un certain moment que, bah oui, tu ne peux plus faire. Et ben, l'émotion, quand il y a un exercice avec de l'émotion, c'est le prolongement du mouvement que nous on recherche, parce que là, il y a quelque chose de... Et là, on sait qu'il va aller mieux. Il ne remarche pas, mais il va mieux. Merci à vous. Merci. Très bonne soirée. À demain.